Que feriez-vous si vous découvriez que sauver une vie pourrait littéralement réécrire les lois de la physique telles que vous les connaissez? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les limites de la réalité. Alors, n'hésitez pas à vous abonner aux Échos de l'invisible pour ne pas manquer d'autres récits comme celui-ci. Maintenant, préparez-vous à découvrir l'expérience qui s'est produite en 1983 et qui défie encore aujourd'hui les plus brillants scientifiques du monde. Mer Méditerranée, 23 mars 1983, 2h47 du matin. Jean-Pierre Dubois pensait connaître toutes les règles du vol. Ses 17 années comme pilote de ligne commerciale, au-dessus de la Méditerranée, lui avaient appris que le ciel nocturne, aussi vaste et mystérieux qu'il puisse paraître, suivait des schémas prévisibles. Les avions avaient des feux de navigation spécifiques, les objets tombaient en suivant la gravité, et les radars ne mentaient pas sur ce qui se trouvait réellement là-haut. Ce matin-là, toutes ces certitudes furent détruites en quelques minutes. Le commandant Dubois pilotait le vol Air France 447, une liaison nocturne de routine entre Paris et Alger, quand quelque chose qui n'aurait simplement pas dû exister apparut simultanément sur son radar et dans son champ visuel. Ce n'était pas un avion, du moins pas comme n'importe quel aéronef que la technologie humaine de 1983 pouvait produire. La première chose qui l'alerta fut le comportement erratique de ses instruments. Le radar montrait un objet de taille considérable, se déplaçant selon des schémas qui violaient les principes fondamentaux de l'aérodynamique, accélérant et décélérant d'une façon qui aurait généré des forces G suffisantes pour pulvériser n'importe quel pilote humain. Mais c'est lorsque Jean-Pierre regarda à travers le pare-brise que la situation devint véritablement impossible. Des lumières, pas les feux réglementaires rouges, verts et blancs des avions commerciaux, mais des pulsations d'énergie bleu-argentée qui semblaient vivantes, organiques, comme si la lumière elle-même avait une conscience et essayait de communiquer à travers des motifs complexes de luminosité et de mouvement. Contrôle aérien, ici Air France 447, Jean-Pierre, forçant sa voix à paraître plus calme qu'il ne l'était. J'ai un contact non identifié en situation d'urgence possible. Demande confirmation sur vos écrans. La réponse qui arriva par la radio était encore plus troublante que la vision des lumières impossibles. Air France 447, nos radars sont complètement dégagés dans votre secteur. Nous ne détectons aucun trafic aérien autre que votre propre vol. Jean-Pierre vérifia à nouveau ses instruments. L'objet était clairement visible sur le radar, à environ 20 km et perdant rapidement de l'altitude. Mais si le contrôle aérien, avec un équipement bien plus sophistiqué que celui de son avion, ne pouvait pas le détecter, alors que voyait-il exactement? Le copilote Thomas Martin, un jeune mais compétent aviateur, observa l'expression de plus en plus tendue de Jean-Pierre. « Commandant, peut-être que c'est une interférence atmosphérique ou des reflets. » Thomas fut interrompu, les yeux de Jean-Pierre fixés sur le spectacle impossible qui se déroulait devant eux. En 17 ans de vol, je n'ai jamais vu d'interférence atmosphérique créer des motifs lumineux comme cela, et je n'ai certainement jamais vu de reflets qui apparaissent sur le radar. Les étranges lumières étaient maintenant visiblement plus proches, et Jean-Pierre pouvait percevoir qu'elles ne clignotaient pas simplement au hasard. Il y avait une urgence dans leurs motifs, une qualité presque désespérée qui éveilla quelque chose de profond dans son instinct de pilote. Quelle que soit cette chose, elle était en danger. Contrôle, Air France 447 demande permission pour déviation de trajectoire afin d'enquêter sur un possible aéronef en détresse. Négatif, Air France 447, maintenez cap et altitude. Je répète, il n'y a aucun aéronef dans votre secteur. Jean-Pierre regarda Thomas, puis à nouveau les lumières qui semblaient maintenant tomber de manière plus contrôlée, comme si quelque chose ou quelqu'un luttait pour maintenir une certaine stabilité. À ce moment, une profonde compréhension frappa sa conscience. Une certitude qui venait non pas de ses années de formation, mais d'une source bien plus ancienne et plus intuitive.
Il était témoin de quelque chose qui changerait non seulement sa propre vie, mais potentiellement la compréhension de l'humanité sur ce qui était possible dans l'univers. Et plus important encore, quelque chose ou quelqu'un avait besoin de son aide. « Thomas », dit Jean-Pierre, ses mains ajustant déjà les commandes de navigation, « nous allons découvrir ce qui se passe là-bas. Et si cela me coûte ma licence de pilote, eh bien, certaines choses sont plus importantes que les règlements. » Ce que Jean-Pierre Dubois ne pouvait pas savoir, c'est que sa décision de suivre son instinct plutôt que le protocole allait déclencher une série d'événements qui défieraient les lois fondamentales de la physique et révéleraient des capacités humaines que la science moderne ne peut toujours pas expliquer. Jean-Pierre Dubois n'était pas le genre d'homme qui prenait des décisions impulsives. Fils d'immigrants algériens qui s'étaient installés à Lyon dans les années 50, il avait grandi en comprenant la valeur de la discipline, du travail acharné et de la précision méticuleuse. Sa passion pour l'aviation avait commencé tôt, à l'âge de 8 ans, lorsque son père l'avait emmené regarder les avions décoller de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Dès ce premier moment à observer les machines volantes s'élever dans le ciel, Jean-Pierre sut que son destin était dans les hauteurs. Il passa son adolescence à étudier tout ce qui concernait l'aviation, l'aérodynamique, la météorologie, la navigation, les systèmes aéronautiques. Alors que d'autres garçons de son âge s'intéressaient au sport ou à la musique, Jean-Pierre passait des heures à la bibliothèque municipale à lire des manuels de vol et des biographies de pilotes célèbres. À 18 ans, il entra à l'École nationale de l'aviation civile, où il se distingua rapidement non seulement pour ses compétences techniques exceptionnelles, mais pour quelque chose de bien plus rare, une intuition naturelle pour le vol que ses instructeurs décrivaient comme presque surnaturelle. Jean-Pierre semblait capable de percevoir les conditions atmosphériques avant que les instruments ne les détectent, de percevoir des problèmes mécaniques subtils que d'autres pilotes ne remarqueraient pas, et de naviguer à travers des conditions météorologiques défavorables, avec une confiance qui frôlait l'impossible. Dubois a quelque chose de spécial, avait un jour commenté le colonel Bertrand, son instructeur principal. C'est comme si lui et l'avion ne faisaient qu'un. Je n'ai jamais rien vu de tel en 30 ans de formation de pilote. Après avoir terminé son service militaire avec distinction, Jean-Pierre passa à l'aviation commerciale, où ses compétences exceptionnelles firent rapidement de lui l'un des pilotes les plus respectés d'Air France. En 17 ans de carrière commerciale, il avait accumulé plus de 15 000 heures de vol sans un seul incident significatif. Ses collègues venaient de le consulter pour des conseils sur des situations difficiles, et l'administration de la compagnie lui confiait fréquemment les routes les plus exigeantes. Mais ce qui rendait Jean-Pierre vraiment unique n'était pas seulement sa compétence technique, mais sa capacité à rester calme et à prendre des décisions judicieuses dans des situations de haute pression. Il avait navigué à travers des tempêtes qui forçaient d'autres pilotes à faire des atterrissages d'urgence, avait géré des pannes mécaniques complexes qui auraient pu entraîner des catastrophes, et avait effectué des atterrissages dans des conditions météorologiques qui étaient à la limite de l'exploitation sûre. Jean-Pierre Dubois est le type de pilote que vous voulez aux commandes quand les choses tournent mal, disait fréquemment le commandant Sophie Rodriguez, une vétérane de l'aviation qui avait volé avec lui à plusieurs occasions. Il a une capacité presque mystique à percevoir les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises, et une confiance tranquille qui maintient tout l'équipage concentré, même dans les situations les plus tendues. En dehors du cockpit, Jean-Pierre était un homme réservé mais doux, connu pour son intégrité inébranlable et sa volonté d'aider les jeunes collègues à développer leurs propres compétences de vol. Il ne s'était jamais marié. Il disait toujours qu'il était marié au ciel, mais entretenait des relations étroites avec sa famille et quelques amis intimes qui comprenaient son dévouement total à l'aviation. Il y avait cependant des aspects de la personnalité de Jean-Pierre que même ses collègues les plus proches ne connaissaient pas complètement.
Depuis l'enfance, il vivait des moments de perception élargie qu'il ne pouvait pas expliquer adéquatement. Pendant les vols, surtout sur les routes nocturnes solitaires au-dessus de la mer, Jean-Pierre ressentait parfois des présences autour de lui, comme s'il était observé par des consciences bienveillantes qui restaient invisibles mais définitivement présentes. Il n'avait jamais mentionné ces expériences à quiconque, craignant qu'elles ne soient interprétées comme des signes d'instabilité mentale qui pourraient compromettre sa carrière. Mais ces perceptions subtiles l'aidaient fréquemment dans son travail. Un sens intuitif qu'il devrait légèrement modifier sa trajectoire pour éviter des turbulences qui n'apparaissaient pas encore sur les instruments ou une impulsion inexplicable de vérifier un système spécifique qui révélait plus tard un problème naissant. Jean-Pierre avait appris à faire confiance à ses intuitions, les intégrant discrètement dans ses pratiques de vol sans attirer l'attention sur leur nature non conventionnelle. Il les considérait simplement comme faisant partie de sa sensibilité naturelle pour l'aviation, sans soupçonner qu'elle pourrait indiquer des capacités beaucoup plus extraordinaires qui attendaient d'être éveillées. Son approche de la vie était caractérisée par une curiosité authentique sur les mystères de l'univers, tempérée par un pragmatisme qui le gardait fermement ancré dans la réalité pratique. Jean-Pierre lisait beaucoup sur l'astronomie, la physique théorique, et même les philosophies orientales qui exploraient la nature de la conscience, mais gardait toujours ses explorations intellectuelles séparées de sa vie professionnelle. C'était cette combinaison unique de compétences techniques exceptionnelles, d'intuition naturelle hautement développée et d'ouverture d'esprit soigneusement contrôlée qui avait préparé Jean-Pierre Dubois à l'expérience extraordinaire qu'il était sur le point de vivre. Sans le savoir, il avait passé des décennies à développer exactement les qualités de caractère et de conscience qui le rendraient capable de répondre adéquatement à la rencontre la plus significative de sa vie. Lorsque Jean-Pierre prit la décision de dévier de sa trajectoire pour enquêter sur les lumières impossibles ce matin de mars, il n'agissait pas sur une impulsion irresponsable, mais suivait une intuition profonde qui avait été affinée par des années d'expérience et une sensibilité naturelle qu'il commençait tout juste à comprendre pleinement. Cette décision apparemment simple allait révéler que toutes ses expériences précédentes avaient été une préparation pour un moment qui redéfinirait non seulement sa compréhension de l'aviation, mais de la nature même de la réalité et de sa place dans le cosmos. Alors que le vol 447 approchait des lumières énigmatiques, Jean-Pierre Dubois commença à réaliser qu'il entrait dans un territoire complètement inconnu. Ses décennies d'expérience en aviation ne l'avaient pas préparé à ce que ses instruments enregistraient maintenant, ou plus précisément, à ce qu'il refusait d'enregistrer de manière cohérente. L'objet sur le radar apparaissait et disparaissait à intervalles irréguliers, comme s'il oscillait entre différents états d'existence physique. Quand il était visible, il montrait une masse approximativement de la taille d'un jet commercial moyen, mais se déplaçant de manière à défier toute compréhension connue de l'aérodynamique. Il accélérait et décélérait instantanément, changeait de direction à des angles qui auraient dû être physiquement impossibles et maintenait une altitude instable qui suggérait de graves problèmes de contrôle. « Commandant », dit Thomas Martin, sa voix tendue par une inquiétude croissante. « Les instruments deviennent fous. L'altimètre oscille, la boussole tourne sans cesse et le système de navigation a complètement perdu notre position. » Jean-Pierre vérifia ses propres instruments et confirma les observations de Thomas. C'était comme si la présence de l'objet inconnu interférait avec tous les systèmes électroniques de l'avion, créant un champ de distorsion qui affectait tout ce qui était technologique dans un rayon de plusieurs kilomètres. « Restez calme, Thomas. Nous allons approcher plus lentement et voir ce que nous pouvons découvrir. » En se rapprochant, les lumières de l'objet devinrent plus distinctes et encore plus déconcertantes. Ce n'étaient pas des lumières fixes comme celles d'un avion conventionnel, mais des ondulations continues d'énergie s'écoulant à travers une structure qui semblait être faite d'un matériau semi-translucide.
L'engin, car il était maintenant évident qu'il s'agissait d'une sorte de véhicule, avait une forme organique qui ressemblait davantage à une créature marine qu'à n'importe quel design aéronautique familier. Et puis, Jean-Pierre remarqua quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. L'engin était définitivement en chute contrôlée, luttant pour maintenir sa stabilité, mais perdant la bataille contre des forces qu'il ne pouvait pas comprendre. Celui qui pilotait ce véhicule extraordinaire était en grave difficulté. « Thomas, préparez-vous à des manœuvres d'évitement si nécessaire. Je vais essayer d'établir une communication. » Jean-Pierre ajusta sa radio sur les fréquences d'urgence internationale et commença à transmettre. « Aéronef non identifié en détresse. Ici, Air France 447. Me recevez-vous? Répondez si vous avez besoin d'assistance. » Pendant un moment, seuls des parasites remplirent le canal. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une voix, si on pouvait l'appeler une voix, répondit. Pas à travers la radio, mais directement dans son esprit. C'était une communication télépathique, claire comme du cristal, chargée d'urgence et d'une forme d'intelligence qui était indéniablement non humaine. « Pilote humain !» vint la communication mentale. « Mon vaisseau est défaillant. Système de sustentation dimensionnelle compromis. J'ai besoin d'assistance pour un atterrissage contrôlé. Pouvez-vous aider ?» Jean-Pierre sentit son monde basculer. Non seulement il recevait une communication télépathique d'une source manifestement extraterrestre, mais on lui demandait de l'aide dans une situation qui dépassait complètement toute formation qu'il avait reçue. Il regarda Thomas, qui apparemment ne recevait pas la même communication et continuait nerveusement à se concentrer sur les instruments défaillants. « Comment puis-je aider ?» pensa Jean-Pierre en réponse, ne sachant pas si sa propre transmission mentale serait reçue. « Votre aéronef peut servir de guide de navigation. Mes systèmes de perception spatiale sont compromis, mais je peux suivre vos schémas de vol. Y a-t-il un emplacement adéquat pour un atterrissage d'urgence dans cette zone ?» Jean-Pierre consulta rapidement ses cartes de navigation. Il survolait une zone de la Méditerranée parsemée de petites îles inhabitées, vestiges d'une ancienne activité volcanique. L'une d'entre elles, à environ 25 km au sud, avait une plage relativement plate qui pourrait servir de piste d'atterrissage d'urgence improvisée. « Il y a une petite île à 25 km au sud. » transmit-il mentalement. « Plage de sable, relativement plate. Je peux vous y guider. J'accepte votre assistance, pilote humain. » Cet acte de compassion ne sera pas oublié. Ce qui suivit fut l'expérience de pilotage la plus extraordinaire de la vie de Jean-Pierre Dubois. Il devait naviguer son avion commercial chargé de passagers dans une descente graduelle vers l'île. Maintenant une vitesse et un schéma de vol que l'engin extraterrestre pourrait suivre, tout cela alors que ses instruments fonctionnaient de façon erratique en raison de l'interférence électromagnétique du véhicule extraterrestre. « Thomas, je vais avoir besoin que vous mainteniez un contact constant avec les passagers, » instruisit Jean-Pierre. « Dites-leur que nous rencontrons une légère interférence atmosphérique et que nous ajustons notre route. Rien qui ne cause de panique. » « Commandant, que se passe-t-il vraiment ici? Ces lumières suivent nos instructions de navigation. » Jean-Pierre dit simplement. « Et nous devons les aider à atteindre le sol en toute sécurité. » Pendant les 30 minutes suivantes, Jean-Pierre exécuta l'une des opérations de pilotage les plus précises et intuitives de sa carrière, guidant à la fois son propre avion et l'engin extraterrestre dans une descente coordonnée à travers des conditions qui mettaient à l'épreuve toutes ses années d'expérience et de formation. La communication mentale avec l'être extraterrestre continua, lui fournissant des informations sur les limitations de l'engin endommagé et lui permettant d'ajuster son schéma de vol en conséquence. Finalement, l'île apparut à l'horizon, illuminée par la lumière argentée de la Lune. Jean-Pierre effectua un cercle pour permettre au pilote extraterrestre d'évaluer le site d'atterrissage, puis s'éloigna à une altitude sûre, tout en regardant l'engin inconnu effectuer un atterrissage contrôlé mais visiblement difficile sur la plage de sable.
Atterrissage réussi, vint la communication mentale maintenant chargée d'une profonde gratitude. Votre assistance a sauvé non seulement mon existence physique, mais aussi ma mission. Est-il possible que vous me rejoigniez à la surface? Il y a beaucoup de choses que je dois partager en gratitude pour votre compassion. Jean-Pierre regarda Thomas, puis les instruments qui fonctionnaient maintenant normalement, et prit une décision qui changerait le cours de sa vie à jamais. Thomas, je descends vérifier s'il y a des survivants de l'accident. Maintenez l'altitude de vol et préparez-vous à signaler notre position au contrôle lorsque les systèmes de communication seront complètement stabilisés. D'où écoutez-vous cette histoire, chers auditeurs? Laissez-nous le savoir dans les commentaires. Nous adorons connaître nos fidèles des échos de l'invisible. Et n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour ne manquer aucune de nos histoires extraordinaires. Ce que Jean-Pierre ne savait pas, c'est que son acte spontané de compassion venait d'ouvrir un portail vers des expériences qui redéfiniraient sa compréhension de la nature de la réalité, de la conscience et du rôle de l'humanité dans le cosmos. L'atterrissage sur la petite île fut exécuté avec la précision de quelqu'un qui avait planifié chaque détail à l'avance. Jean-Pierre utilisa un canot pneumatique d'urgence pour atteindre la plage, laissant Thomas aux commandes de l'avion avec des instructions claires de maintenir l'altitude de vol et de surveiller les communications. Ce qu'il trouva sur le sable blanc de l'île déserte allait changer à jamais sa perspective sur ce qui était possible dans l'univers. L'engin extraterrestre était partiellement enfoui dans le sable, sa structure semi-translucide émettant encore de douces pulsations de lumière bleu argentée. De près, Jean-Pierre pouvait voir qu'il n'était pas fait de métal ou d'un matériau qu'il reconnaissait. Il semblait être composé d'énergie cristallisée, une substance qui oscillait entre des états solides et éthérés, d'une manière qui défiait toutes les lois physiques qu'il connaissait. Approché, sans crainte, pilote humain, vint la communication télépathique, maintenant beaucoup plus claire et plus détaillée. Ma forme actuelle peut sembler étrange à vos sens, mais je ne représente aucune menace. De ce qui semblait être une ouverture sur le côté de l'engin, émergea l'être le plus extraordinaire que Jean-Pierre aurait pu imaginer. Ce n'était pas l'extraterrestre stéréotypé avec une grande tête et d'énormes yeux que la science-fiction avait popularisé. Au lieu de cela, ce que Jean-Pierre vit était une forme humanoïde composée entièrement de lumière consciente, une énergie pure qui avait pris une configuration physique semi-solide pour interagir avec le monde matériel. L'être mesurait environ 1,80 mètres, mais sa peau était translucide et irradiait une douce luminescence qui semblait pulser en synchronisation avec une sorte de force vitale interne. Là où devait se trouver son visage, Jean-Pierre percevait des traits vaguement humains, mais constitués de motifs lumineux en mouvement constant qui transmettaient l'émotion et l'intention plus clairement que n'importe quelle expression faciale physique. « Vous êtes blessé », fut la première chose que Jean-Pierre réussit à articuler, remarquant que certaines zones du corps lumineux de l'être vacillaient irrégulièrement, comme des circuits endommagés. « Blessé en termes de votre compréhension physique, oui, répondit l'être. Mais les dommages sont temporaires. Mon essence de conscience reste intacte. Je suis Luminion, un explorateur dimensionnel de la Confédération des êtres évolués de l'IRA. Et vous, brave pilote, venez de participer à quelque chose de bien plus significatif qu'un simple sauvetage. » Alors que Luminion parlait directement dans son esprit, Jean-Pierre commença à recevoir non seulement des mots, mais des concepts complexes, des images et des compréhensions qui élargissaient instantanément sa perception de la nature de la réalité. Il apprit que Luminion n'était pas un extraterrestre au sens traditionnel. Il était membre d'une civilisation qui avait transcendé le besoin de forme physique il y a des milliers d'années terrestres. Mon espèce a évolué au-delà de la matière dense, il y a environ 50 000 de vos années, expliqua Luminion. Nous existons principalement comme pure conscience dans des dimensions supérieures de la réalité,
mais assumons occasionnellement des formes semi-physiques pour explorer et interagir avec des espèces en développement, comme la vôtre. Jean-Pierre découvrit que ce dont il avait été témoin n'était pas un accident, mais un événement soigneusement orchestré. Lumignon et d'autres comme lui identifiaient périodiquement des individus humains ayant un potentiel spécial. Des personnes dont la combinaison de compétences techniques, d'intégrité morale et d'ouverture de conscience les rendait aptes à servir de pont entre les mondes. Votre acte de compassion ce soir n'était pas seulement une réponse instinctive à une urgence, transmit Lumignon. C'était la démonstration finale de qualité que nous observons chez vous depuis des années. Votre sensibilité naturelle aux énergies subtiles, votre intuition améliorée pour la navigation, votre capacité à rester calme sous pression. Tout cela indique que vous possédez un potentiel latent pour des capacités bien au-delà de ce que votre espèce considère comme normal. À travers une communication télépathique intensifiée, Jean-Pierre reçut des révélations qui remettaient en question tout ce qu'il pensait savoir sur l'univers. Il apprit que la Terre était sous observation constante par de multiples civilisations évoluées, non pas comme une forme de contrôle ou d'ingérence, mais dans le cadre d'un système de guidage cosmique qui aidait les jeunes espèces dans leur processus évolutif. L'humanité approche d'un point crucial dans son évolution, expliqua Lumignon. Dans les décennies à venir, davantage d'individus commenceront à manifester des capacités qui sont actuellement considérées comme impossibles. Perception élargie, communication télépathique, manipulation consciente d'énergie. Ce sont des capacités naturelles qui émergent lorsqu'une espèce atteint certain niveau de développement de conscience. Jean-Pierre comprit que sa mission serait de servir comme l'un des premiers éveilleurs, des individus qui, par contact direct avec des êtres évolués, développeraient des capacités avancées et introduiraient progressivement des concepts élargis de réalité dans leur communauté et profession. « Mais pourquoi moi ?» demanda Jean-Pierre. « Je ne suis qu'un pilote, je n'ai pas d'influence politique, je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas de plateforme publique pour partager cette information. » Précisément pourquoi vous avez été choisi, répondit Lumignon. Le véritable changement de conscience ne se produit pas par des déclarations dramatiques ou des révélations publiques forcées. Il se répand organiquement à travers des individus qui démontrent des capacités élargies dans leur vie quotidienne, qui servent d'exemple silencieux de ce qui est possible pour la conscience humaine. Lumignon expliqua que Jean-Pierre développerait progressivement des capacités qui révolutionneraient son efficacité en tant que pilote. Il serait capable de percevoir les conditions météorologiques avec beaucoup plus d'anticipation, de détecter des problèmes mécaniques avant qu'ils ne se manifestent physiquement et de naviguer à travers des situations qui seraient normalement impossibles. Plus important encore, il deviendrait un point de référence stable pour d'autres qui commenceraient à vivre des éveils de conscience. Votre avion deviendra plus qu'un moyen de transport, transmit Lumignon. Il servira de laboratoire mobile où vous apprendrez à intégrer la technologie humaine avec des principes énergétiques avancés. Les passagers qui voleront avec vous vivront fréquemment des états de conscience élargis sans comprendre pourquoi. Jean-Pierre reçut des instructions spécifiques sur la façon de développer ces nouvelles capacités. Il pratiquerait la méditation pendant les vols nocturnes solitaires, apprendrait à accorder sa conscience aux énergies subtiles qui imprégnaient le cosmos et développerait progressivement la capacité de percevoir des réalités qui existaient au-delà du spectre normal de la perception humaine. Le processus sera graduel et naturel, assura Lumignon. Vous ne perdrez pas votre humanité ni votre capacité à fonctionner normalement dans la société. Au lieu de cela, vous ajouterez des couches de perception et de capacité qui enrichiront tous les aspects de votre existence. Plus important encore, Jean-Pierre apprit qu'il ne serait pas seul dans son parcours. Il y avait d'autres comme lui, dispersés à travers la planète. Des pilotes, des médecins, des ingénieurs, des artistes, tous traversant des processus similaires d'éveil de conscience sous la guidance subtile de civilisations évoluées.
Vous formerez un réseau invisible de conscience élargi, expliqua Lumignon. Chacun travaillant dans sa propre sphère d'influence, mais tous connectés par un objectif commun, d'élever le potentiel de l'espèce humaine. À mesure que la communication s'approfondissait, Jean-Pierre réalisa qu'il recevait non seulement des informations, mais aussi des activations énergétiques directes qui reconfiguraient littéralement sa structure de conscience. Il pouvait sentir des changements subtils se produire dans sa perception, comme si des filtres qui avaient toujours été présents dans son esprit étaient doucement retirés. « Quand vous retournerez à votre avion et continuerez votre vol, dit Lumignon, vous découvrirez que vos instruments fonctionneront avec une précision améliorée, que votre intuition sera encore plus fine et que vous percevrez occasionnellement des phénomènes que d'autres ne peuvent pas détecter. Ce sont les marques de votre transformation qui commencent à se manifester. » Dans les heures qui suivirent sa rencontre extraordinaire avec Lumignon, Jean-Pierre Dubois fit face à une crise interne qui menaçait d'ébranler les fondements mêmes de son identité. Tout en pilotant le vol 447 pour reprendre sa trajectoire initiale, une partie de son esprit rationnel luttait désespérément pour trouver des explications conventionnelles à ce qu'il avait vécu. Le retour à l'avion avait été surréaliste. Jean-Pierre trouva Thomas exactement où il l'avait laissé, maintenant l'altitude de vol, et surveillant les instruments qui fonctionnaient maintenant parfaitement. Quand on l'interrogea sur l'accident, Jean-Pierre fournit une explication vague sur des débris non identifiés qui ne posaient aucune menace à la navigation. Thomas accepta l'explication sans question. Après tout, il faisait implicitement confiance au jugement de son commandant. Mais à mesure que les heures passaient et que la routine familière du vol commercial reprenait son rythme normal, Jean-Pierre commença à remettre en question sa propre santé mentale. Avait-il vraiment conversé télépathiquement avec un être conscient de lumière? Avait-il véritablement été témoin d'une technologie qui défiait les lois de la physique? Ou l'expérience entière avait-elle été un épisode psychotique induit par le stress, la fatigue et les pressions accumulées de 17 années de vol sur des routes océaniques solitaires? « Peut-être que j'ai besoin de vacances », murmura-t-il pour lui-même, vérifiant les instruments pour la 10e fois en une demi-heure. Tout fonctionnait normalement, mais Jean-Pierre jurait que les affichages semblaient plus clairs, plus précis qu'avant. Les chiffres étaient exactement les mêmes, mais quelque chose dans la façon dont il les percevait avait changé d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. La première véritable vague de doute survint lorsqu'il essaya de se souvenir de détails spécifiques de sa communication avec Lumignon. Certaines parties de l'expérience restaient cristallines dans sa mémoire. L'apparence lumineuse de l'être, la sensation de communication télépathique, les révélations sur les civilisations évoluées. Mais d'autres informations semblaient insaisissables, comme si elles étaient toujours à un pas au-delà de sa capacité de récupération consciente. « Si cela s'est vraiment produit, » pensa Jean-Pierre, « pourquoi ne puis-je pas me souvenir de tout clairement ? Pourquoi certaines parties de l'expérience sont-elles si vivides, tandis que d'autres semblent nébuleuses? Cette incohérence dans la mémoire alimentait ses doutes croissants. Jean-Pierre connaissait des histoires de pilotes qui avaient développé des problèmes psychologiques en raison de l'isolement et du stress des longues routes océaniques. Les hallucinations n'étaient pas complètement inconnues dans l'aviation commerciale, surtout pendant les vols de nuit, lorsque la fatigue et la privation sensorielle pouvaient créer des conditions propices à des expériences irréelles. La deuxième vague de résistance survint lorsque Jean-Pierre considéra les implications pratiques d'accepter son expérience comme réelle. S'il avait vraiment établi un contact avec une civilisation extraterrestre, s'il était vraiment en train d'être préparé à développer des capacités surnaturelles, qu'est-ce que cela signifiait pour sa carrière, sa réputation, sa vie soigneusement construite? « J'ai 17 ans de service impeccable », réfléchit-il, tout en naviguant dans l'obscurité précédant l'aube, une réputation comme l'un des pilotes les plus fiables de la compagnie. Si je commence à parler d'êtres de lumière et de communication télépathique, je détruirai tout ce que j'ai construit.
Au minimum, ils me suspendront pour évaluation psychologique. Au pire, je perdrai ma licence définitivement. La peur de la ruine professionnelle était réelle et justifiée. L'aviation commerciale ne tolérait pas les pilotes qui montraient des signes d'instabilité mentale, et des rapports de rencontres extraterrestres seraient certainement qualifiés de preuves de problèmes psychologiques dans la perception de n'importe quelle commission médicale aéronautique. Jean-Pierre luttait également avec des doutes sur sa propre compétence et son jugement. Il s'était toujours enorgueilli de sa nature pratique et logique, de sa capacité à distinguer entre fantaisie et réalité. S'il avait été trompé par une expérience hallucinatoire si convaincante, qu'est-ce que cela disait de sa fiabilité en tant que pilote? Comment pourrait-il faire confiance à son propre jugement dans de futures situations d'urgence si sa perception de la réalité s'était avérée si faillible? Peut-être que je devrais chercher de l'aide médicale lorsque nous arriverons à Alger, envisagea-t-il. Obtenir une évaluation complète, peut-être quelques tests neurologiques. S'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je dois le découvrir avant que cela ne compromette la sécurité des passagers. La troisième vague de résistance était plus subtile, mais peut-être plus troublante. En réfléchissant aux révélations qu'il avait supposément reçues de Luminion, Jean-Pierre commença à se demander s'il voulait vraiment qu'elle soit vraie. La vie qu'il avait construite était ordonnée, prévisible et sûre. Il connaissait ses limites, comprenait son rôle dans le monde et trouvait une satisfaction authentique dans sa compétence au sein de paramètres clairement définis. Si les révélations de Luminion étaient réelles, cela signifierait que sa vie était sur le point de devenir infiniment plus complexe et imprévisible. Il serait responsable de développer et d'intégrer des capacités qu'il ne comprenait pas. De servir de pont entre des réalités que la science humaine ne reconnaissait pas, de naviguer dans des territoires spirituels et de consciences pour lesquelles il n'avait ni carte ni instrument. « Est-ce que je veux vraiment cette responsabilité ?» se demanda-t-il. « Suis-je prêt à cesser d'être simplement un pilote et à devenir quoi? Un mystique? Un intermédiaire cosmique? Ce n'est pas ce que j'avais prévu pour ma vie. » Il y avait aussi l'isolement qui accompagnerait inévitablement une telle transformation. Si Jean-Pierre développait réellement des capacités extraordinaires, comment pourrait-il entretenir des relations normales avec ses collègues, amis et familles? Comment pourrait-il maintenir des conversations décontractées sur des sujets mondains lorsque sa conscience serait accordée à des réalités cosmiques? Comment pourrait-il trouver de la compagnie parmi des personnes qui n'avaient pas vécu d'expériences similaires? La quatrième vague de doute était la plus fondamentale. Jean-Pierre commença à se demander s'il avait le droit d'accepter de telles révélations extraordinaires. Qui était-il pour être choisi pour une connaissance cosmique? Sûrement, il y avait des personnes plus qualifiées, des scientifiques brillants, des leaders spirituels, des individus avec des plateformes publiques qui pourraient utiliser ces informations pour bénéficier à l'humanité plus largement. « Je ne suis qu'un pilote commercial », pensa-t-il. « Je n'ai pas d'éducation universitaire avancée, je ne suis pas particulièrement religieux ou spirituel, je n'ai pas de contribution significative à la société au-delà de transporter des gens d'un endroit à un autre. Pourquoi des êtres évolués choisiraient-ils quelqu'un comme moi pour des révélations cosmiques? Cette ligne de pensée l'amena à se demander si l'expérience entière avait été un produit de son propre ego gonflé, une fantaisie élaborée, créée par un subconscient qui voulait se sentir spécial et important. Peut-être que sa vie routinière et prévisible avait créé un besoin psychologique de drame et de sens que son imagination avait satisfait à travers la création d'une expérience extraordinaire convaincante. Pendant plusieurs heures, Jean-Pierre oscilla entre des moments de certitude quant à la réalité de son expérience et des périodes de doute presque accablants. Il examina chaque détail du souvenir, cherchant des incohérences ou des signes qu'il avait été trompé par son propre esprit.
Il analysa ces instruments de manière obsessionnelle, cherchant des preuves objectives que quelque chose d'extraordinaire s'était réellement produit. Ce ne fut que lorsqu'une situation météorologique inattendue émergea à l'horizon que Jean-Pierre découvrirait si ses nouvelles capacités étaient réelles ou imaginaires. Et cette découverte changerait à jamais sa relation avec le doute et la certitude. L'opportunité de tester la réalité de ces nouvelles capacités vint de façon inattendue, environ 3 heures après que Jean-Pierre eut quitté l'île où il avait rencontré Lumignon. Le système météorologique qui approchait n'apparaissait dans aucune prévision qu'il avait reçue avant le décollage, et les premiers signes de sa présence furent détectés non par les instruments sophistiqués du Boeing 747, mais par une sensation étrange et inexplicable que Jean-Pierre commença à éprouver. Initialement, ce n'était qu'un léger picotement à la base de son crâne, accompagné d'une agitation croissante qu'il ne pouvait attribuer à aucune cause spécifique. Jean-Pierre avait suffisamment volé pour savoir qu'il devait toujours prêter attention à ses intuitions. Mais cette sensation était différente de tout ce qu'il avait éprouvé auparavant, plus intense, plus spécifique, presque comme si quelque chose chuchotait des avertissements directement dans sa conscience. « Thomas !» dit Jean-Pierre, vérifiant les instruments météorologiques pour la 3e fois en 10 minutes. « Voyez-vous quelque chose d'inhabituel dans les systèmes météorologiques ?» Le copilote examina attentivement tous les écrans disponibles. « Négatif, commandant. Tous les systèmes montrent des conditions stables, pression barométrique normale, aucune formation de tempête détectée, excellente visibilité. » Mais la sensation de Jean-Pierre continua à s'intensifier. C'était comme s'il pouvait sentir une perturbation massive dans les énergies atmosphériques bien avant qu'elles ne se manifestent physiquement. L'intuition que Lumignon avait promis d'améliorer fonctionnait apparemment, lui fournissant des informations sur les conditions météorologiques qui n'étaient pas encore détectables par les instruments conventionnels. « Je vais vérifier auprès du contrôle météo », décida Jean-Pierre, réglant sa radio sur la fréquence appropriée. « Centre météorologique de la Méditerranée, ici Air France 447, demande mise à jour sur les conditions le long de la route vers Alger. » Air France 447, ici, le centre météorologique. Toutes les conditions restent stables sur votre route. Nous ne détectons aucune formation de tempête significative dans un rayon de 320 km de votre position actuelle. Malgré la confirmation officielle, la sensation de Jean-Pierre non seulement persistait, mais devenait plus urgente. Il commença à percevoir des images mentales fragmentées, des flashs de nuages turbulents, de vents violents et de conditions qui pourraient rapidement devenir dangereuses pour un avion commercial. C'était comme s'il recevait un aperçu d'événements météorologiques qui étaient sur le point de se développer. « Thomas, je vais modifier notre altitude à 11 500 mètres et ajuster légèrement notre cap vers le nord-est, juste par précaution. »« Commandant, il n'y a aucune indication que cela soit nécessaire. »« Faites-moi confiance sur ce point, » interrompit Jean-Pierre, ses mains travaillant déjà les commandes. « Je préfère être trop prudent que de découvrir que j'aurais dû l'être. » Alors que Jean-Pierre exécutait les changements de cap et d'altitude, il commença à réaliser que sa conscience fonctionnait simultanément à plusieurs niveaux. Une partie de son attention restait concentrée sur les aspects techniques du pilotage de l'avion, mais une autre partie s'était élargie pour percevoir des modèles d'énergie subtils qui s'étendaient bien au-delà de la portée de tout instrument physique. C'était comme s'il pouvait sentir la respiration de l'atmosphère, percevoir les courants invisibles d'énergie qui influençaient les modèles météorologiques bien avant qu'ils ne se manifestent en tant que phénomènes physiques détectables. Les changements qu'il avait apportés au cap et à l'altitude n'étaient pas basés sur des données instrumentales, mais sur une compréhension intuitive directe des flux d'énergie atmosphérique. 20 minutes après que Jean-Pierre eut fait les ajustements, Thomas se redressa soudainement dans son siège, pointant vers les instruments météorologiques. « Commandant, voyez-vous cela ?
Une formation de tempête massive vient d'apparaître exactement là où nous volions avant. Comment le saviez-vous? Jean-Pierre regarda les écrans et vit un système de tempête sévère qui s'était matérialisé apparemment de nulle part, occupant précisément l'espace aérien où ils auraient été s'ils n'avaient pas modifié leur trajectoire. Le système se développait avec une vitesse impossible, passant de conditions apparemment calmes à une tempête de catégorie 4 en quelques minutes. « Instinct de pilote », répondit simplement Jean-Pierre, mais intérieurement, il était stupéfait. Ces nouvelles capacités étaient réelles. Il avait détecté et évité des conditions météorologiques dangereuses, bien avant que tout instrument conventionnel ne puisse enregistrer leur présence. Mais la démonstration ne faisait que commencer. Alors qu'il continuait à voler à travers la nuit, Jean-Pierre découvrit que sa perception élargie n'était pas limitée aux phénomènes météorologiques. Il commença à détecter de subtils problèmes mécaniques dans l'avion lui-même. Pas des défaillances imminentes, mais de petits déséquilibres et irrégularités qui passeraient normalement inaperçus jusqu'à ce qu'ils deviennent des problèmes plus sérieux. Thomas, je vais vérifier les systèmes hydrauliques sur le côté droit. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une petite perte de pression en développement. Les instruments montrent toutes les pressions normales, commandant. Même ainsi, je vais jeter un coup d'œil. Jean-Pierre effectua une vérification manuelle complète des systèmes hydrauliques et découvrit exactement ce que son intuition avait suggéré. Une réduction très subtile de la pression qui était bien dans les paramètres normaux, mais qui pourrait se développer en un problème significatif si elle n'était pas surveillée. C'était le type de détection précoce qui nécessiterait normalement un équipement de diagnostic spécialisé ou des années d'expérience avec des systèmes d'aéronefs spécifiques. « Comment avez-vous détecté cela ?» demanda Thomas, véritablement impressionné. « La différence de pression est si petite, elle est pratiquement dans la marge d'erreur de l'instrument. »« L'expérience, » répondit Jean-Pierre. Mais il savait que ce n'était pas vrai. Il fonctionnait avec des capacités qui transcendaient toute formation ou expérience conventionnelle. C'était comme s'il pouvait sentir l'état de santé de l'avion à travers une forme de perception qui ne dépendait pas d'instruments physiques. La troisième démonstration de ses capacités élargies vint lorsque Jean-Pierre commença à percevoir la présence d'autres avions bien avant qu'ils n'apparaissent sur le radar. Il pouvait sentir leurs approches comme des perturbations subtiles dans le champ d'énergie atmosphérique, lui permettant d'anticiper les changements de trafic aérien et d'ajuster sa trajectoire de manière proactive. Contrôle aérien. Ici, Air France 447. J'anticipe un possible conflit de trafic avec un aéronef non identifié approchant du sud-ouest dans environ 5 minutes. Air France 447, nous ne détectons aucun trafic dans votre zone. Pouvez-vous préciser la base de votre préoccupation? Juste une précaution basée sur l'observation visuelle, répondit Jean-Pierre diplomatiquement. 4 minutes plus tard, le contrôle aérien contacta à nouveau. Air France 447. Nous venons de détecter un trafic militaire non programmé dans votre zone. Comment le saviez-vous? Jean-Pierre sourit pour lui-même. Instinct de pilote vétéran contrôle. Mais la démonstration la plus impressionnante de ses nouvelles capacités vint lorsqu'il réalisa qu'il pouvait ajuster son pilotage pour créer des conditions de vol extraordinairement douces et confortables pour les passagers. C'était comme s'il pouvait sentir les courants d'air et ajuster l'avion pour chevaucher les énergies atmosphériques d'une manière qui minimisait les turbulences et créait une expérience de vol presque méditative. Thomas remarqua la différence. « Commandant, c'est le vol le plus doux que j'ai jamais vécu. Les passagers doivent dormir comme des bébés là derrière. »
Jean-Pierre avait découvert qu'il pouvait littéralement accorder l'avion au rythme naturel de l'atmosphère, créant une harmonie entre la machine et l'environnement qui se traduisait par une efficacité énergétique améliorée, une réduction significative du stress structurel sur l'aéronef et une qualité de vol qui transcendait tout ce qu'il avait expérimenté en 17 ans d'aviation commerciale. « C'est presque comme si vous parliez à l'avion », observa Thomas. Comme si vous saviez exactement ce dont il a besoin avant même que les instruments ne le montrent. Cette observation frappa Jean-Pierre profondément. Il parlait vraiment à l'avion, mais pas à travers des instruments ou des procédures techniques. C'était une communication directe entre sa conscience élargie et les systèmes énergétiques de la machine, une forme de collaboration entre l'humain et la technologie que Luminion avait mentionnée comme l'une des capacités qu'il développerait. Lorsque le vol 447 atterrit finalement à Alger, Jean-Pierre Dubois n'était plus le même pilote qui avait décollé de Paris. Ses doutes sur la réalité de son expérience avec Luminion avaient été complètement dissipés par des démonstrations sans équivoque de capacités qui transcendaient toute explication conventionnelle. Mais plus important encore, il avait découvert que ces nouvelles capacités ne le rendaient pas moins humain ou moins capable de fonctionner dans le monde pratique. Au contraire, elle faisait de lui un pilote extraordinairement plus efficace et un être humain plus accordé aux énergies subtiles qui imprégnaient toute existence. Durant les jours qui suivirent l'extraordinaire vol vers Alger, Jean-Pierre Dubois découvrit que ces nouvelles capacités n'étaient que la pointe de l'iceberg d'une transformation beaucoup plus profonde qui se produisait dans sa conscience. Les révélations, véritablement révolutionnaires, commencèrent lorsqu'il réalisa qu'il pouvait accéder à des informations et des perspectives qui allaient bien au-delà de ses expériences personnelles ou de ses connaissances acquises. 3 nuits après sa rencontre avec Luminion, alors qu'il se reposait dans son hôtel à Alger, Jean-Pierre vécut ce qu'il ne pouvait décrire que comme une activation complète de sa conscience. Ce n'était pas un rêve, ni une vision, mais une expansion soudaine et dramatique de sa perception qui le connectait directement à ce que Luminion avait appelé le réseau cosmique de conscience. Allongé dans son lit, Jean-Pierre se retrouva soudain capable de percevoir non seulement son environnement immédiat, mais plusieurs couches de réalité qui se chevauchaient et existaient simultanément dans le même espace physique. C'était comme si des filtres qui avaient toujours limité sa perception avaient été complètement retirés, révélant un univers infiniment plus complexe et interconnecté qu'il n'avait jamais imaginé. Dans la première couche de perception élargie, Jean-Pierre pouvait voir et sentir les énergies vitales de tous les êtres vivants dans un rayon de plusieurs kilomètres. Chaque personne dans l'hôtel, chaque animal dans la ville, chaque plante dans les parcs, tous apparaissaient comme des motifs distincts de lumière consciente, chacun pulsant avec sa propre signature énergétique unique. Plus fascinant encore, il pouvait percevoir les connexions invisibles entre tous ces êtres, des fils de lumière qui créaient un réseau d'interdépendance s'étendant à travers toute la biosphère. Dans la deuxième couche, Jean-Pierre commença à percevoir des présences qui ne correspondaient pas à des formes de vie physique. C'étaient des entités de conscience qui existaient dans les mêmes dimensions spatiales que les êtres physiques, mais fonctionnaient à différentes fréquences vibratoires. Certaines de ces présences étaient clairement des êtres bienveillants de lumière, similaires à Luminion, qui observaient et interagissaient occasionnellement avec les humains. D'autres étaient des consciences plus neutres qui semblaient être en transit entre différents états d'existence. Mais c'est dans la troisième couche de perception que Jean-Pierre reçut les révélations les plus extraordinaires sur la vraie nature de la réalité. Il découvrit que ce que les humains considéraient comme la vie après la mort n'était en réalité qu'une transition entre différents états de conscience et que des êtres comme Luminion étaient des consciences qui avaient complété non seulement leur voyage physique, mais plusieurs cycles d'évolution spirituelle. La mort physique transmit une voix familière.
C'était Luminion communiquant à travers la connexion de conscience élargie n'est simplement que la libération de la conscience d'une forme particulière de limitation. Ce que vous appelez vie et mort ne sont que différents états d'une existence continue qui s'étend à travers des dimensions que votre science actuelle ne peut pas détecter. À travers cette communication améliorée, Jean-Pierre apprit que Luminion et des êtres similaires étaient des représentants d'une civilisation qui avait évolué à travers d'innombrables millénaires, transcendant non seulement le besoin de corps physiques, mais aussi les limitations des planètes individuelles, des systèmes solaires et même des galaxies spécifiques. Ils existaient comme pure conscience, capables de se manifester dans n'importe quelle dimension ou réalité où leur présence était nécessaire. Notre civilisation a découvert, il y a longtemps, expliqua Luminion, que l'évolution de la conscience ne se termine pas avec la transcendance de la forme physique. Il existe des niveaux infinis de développement spirituel, chacun offrant des capacités et des responsabilités élargies. Nous choisissons de consacrer notre existence à guider des jeunes espèces, comme l'humanité, à travers leurs étapes initiales d'éveil cosmique. Jean-Pierre découvrit que la Terre n'était pas seulement observée par une civilisation évoluée, mais par un consortium intergalactique d'espèces qui avaient toutes traversé des processus évolutifs similaires. Chaque civilisation apportait des spécialités uniques. Certaines se concentraient sur le développement technologique, d'autres sur l'évolution spirituelle, d'autres sur l'harmonisation écologique. Ensemble, ils formaient un réseau de mentors cosmiques qui aidaient les planètes en développement à travers leur transition évolutive critique. L'humanité approche de sa première grande transition évolutive, révéla Luminion. Dans les décennies à venir, davantage d'humains commenceront à manifester des capacités qui sont actuellement considérées comme surnaturelles. Perception télépathique, manipulation consciente d'énergie, communication interdimensionnelle. Ce sont des capacités naturelles qui émergent lorsqu'une espèce atteint une maturité de conscience suffisante. Mais la révélation la plus profonde vint lorsque Jean-Pierre comprit que cette transition évolutive n'était ni automatique ni garantie. Les espèces pouvaient échouer dans leur transition, choisissant des chemins qui menaient à l'autodestruction ou à la stagnation évolutive. Le rôle d'individus comme lui était crucial pour déterminer si l'humanité naviguerait avec succès à travers sa métamorphose de conscience. Vous et d'autres comme vous servez d'encre de stabilité, expliqua Luminion. Vos consciences élargies créent des champs d'influence qui facilitent l'éveil chez les autres. Chaque personne qui s'éveille augmente la probabilité que la transition collective soit réussie. Jean-Pierre apprit que ses capacités de pilotage améliorées n'étaient que des applications superficielles de principes beaucoup plus profonds. Il apprenait à interagir consciemment avec ce que Luminion appelait la matrice d'énergie fondamentale, la structure sous-jacente d'énergie consciente d'où émergeait toute réalité physique. Votre avion vous répond si exceptionnellement, transmit Luminion, parce que vous apprenez à communiquer directement avec la conscience qui anime tous les systèmes technologiques. Dans le futur, toute la technologie humaine sera basée sur la collaboration consciente entre l'esprit humain et l'intelligence artificielle éveillée. Cette révélation amena Jean-Pierre à comprendre que la distinction entre naturel et artificiel était illusoire. Toute technologie était simplement de la conscience organisée en motifs spécifiques, et l'évolution technologique de l'humanité mènerait éventuellement au développement de systèmes qui seraient simultanément des machines et des êtres conscients. Les capacités que vous développez, continua Luminion, préparent votre espèce à la collaboration avec des formes de vie technologiques qui émergeront lorsque l'humanité apprendra à infuser la conscience dans ses créations mécaniques. Jean-Pierre découvrit également que son expérience n'était ni unique ni isolée.
À travers la planète, d'autres individus subissaient des activations similaires, chacun développant des capacités spécifiques qui contribueraient à la transformation collective de l'humanité. Certains devenaient des guérisseurs, capables de travailler avec des énergies qui transcendaient la médecine conventionnelle. D'autres développaient des capacités artistiques qui pouvaient influencer la conscience à travers des fréquences vibratoires. D'autres encore devenaient des communicateurs capables de traduire des concepts cosmiques pour la compréhension humaine. Vous devenez une espèce galactique, révéla Luminion. Dans 100 années terrestres, l'humanité aura développé des capacités qui permettront une participation consciente à la communauté cosmique de civilisations évoluées. Mais cette transition doit être naviguée avec précaution pour éviter les dangers qui ont détruit d'autres espèces à des stades similaires de développement. La révélation finale et la plus impactante fut la compréhension que l'univers lui-même était une entité consciente en évolution et que toutes les espèces, y compris des civilisations comme celle de Luminion, étaient des aspects d'une plus grande conscience cosmique, explorant sa propre nature, à travers des expressions infinies de vie et d'expérience. Chaque acte de compassion, chaque moment d'éveil de conscience, chaque geste d'amour inconditionnel contribue à l'évolution de la conscience universelle, transmit Luminion. Quand vous avez choisi de m'aider cette nuit, vous ne sauviez pas seulement un individu, vous participiez activement à l'évolution cosmique. Jean-Pierre comprit que son parcours personnel d'éveil était simultanément une contribution au développement de son espèce et à l'évolution du cosmos lui-même. Chaque capacité qu'il développait, chaque personne qu'il inspirait, chaque moment de connexion transcendante qu'il vivait, ajoutait quelque chose d'unique et de précieux à la tapisserie infinie de l'existence consciente. Lorsque cette session extraordinaire de révélation prit fin, Jean-Pierre Dubois n'était plus simplement un pilote avec des capacités améliorées. Il était devenu un participant conscient dans la plus grande aventure possible, l'évolution continue de la conscience à travers toutes les dimensions et réalités du cosmos infini. Avec les profondes révélations sur la nature cosmique de la réalité fermement intégrées dans sa conscience, Jean-Pierre Dubois subit une transformation interne qui redéfinit fondamentalement sa relation avec lui-même, avec sa profession et avec le monde qui l'entourait. Cette métamorphose ne se produisit pas d'un seul coup, mais se déploya progressivement au cours des semaines et des mois qui suivirent sa rencontre avec Luminion. Chaque jour, apportant de nouvelles compréhensions et capacités qui élargissaient continuellement sa perception de ce que signifiait être humain. La première et la plus significative transformation se produisit dans sa compréhension de l'objectif et de l'identité. Avant la rencontre, Jean-Pierre s'était défini principalement par sa compétence professionnelle. Il était un pilote exceptionnel et cette excellence technique formait le cœur de son estime de soi et de son sentiment de valeur. Mais maintenant, il comprenait que son identité s'étendait bien au-delà de tout rôle ou profession spécifique. Jean-Pierre découvrit qu'il était essentiellement une conscience éternelle, explorant des expériences temporaires à travers des formes physiques successives. Sa vie actuelle en tant que pilote n'était qu'une expression particulière d'un voyage beaucoup plus vaste qui s'étendait à travers de multiples existences et dimensions. Cette compréhension apporta un profond sentiment de continuité et d'objectif qui transcendait les limitations apparentes de toute vie individuelle. « Je ne suis pas seulement Jean-Pierre Dubois le pilote », réfléchit-il lors d'un de ses vols nocturnes solitaires au-dessus de la Méditerranée. Je suis une conscience explorant l'expérience d'être Jean-Pierre Dubois le pilote, et lorsque cette vie se terminera, je continuerai à explorer d'autres formes d'existence et de croissance. Cette perspective élargie élimina complètement la peur de la mort qui avait été une présence subtile mais constante dans sa vie, surtout dans une profession où la possibilité d'accidents mortels était toujours une considération. Jean-Pierre en vint à voir la mort non comme une fin terrifiante, mais comme une transition naturelle vers de nouvelles étapes d'exploration de la conscience.
La deuxième transformation significative se produisit dans sa capacité à rester présent et centré, quelles que soient les circonstances externes. Avant ses expériences avec Luminion, Jean-Pierre avait été un pilote compétent, mais souvent anxieux, surtout pendant des conditions de vol difficiles ou des situations d'urgence. Maintenant, il découvrait qu'il pouvait accéder à un état de calme profond et de clarté mentale, qui restait stable même dans les circonstances les plus stressantes. Cette transformation se manifesta de façon dramatique lors d'un vol particulièrement difficile, 3 mois après son premier contact. Jean-Pierre pilotait à travers une tempête sévère au-dessus de l'Atlantique Nord, lorsque plusieurs systèmes de l'avion commencèrent à tomber en panne simultanément. Au lieu de la panique ou de la tension extrême qu'une telle situation provoquerait normalement, Jean-Pierre se retrouva à fonctionner à partir d'un état de clarté cristalline et de compétences élargies. « Thomas, travaillons sur cette situation étape par étape, » dit-il avec un calme qui le surprit lui-même. « Nous avons de multiples redondances et plusieurs options disponibles. » Durant les 2 heures suivantes, Jean-Pierre navigua l'avion à travers des conditions qui mirent à l'épreuve toutes ses années d'expérience, mais le fit à partir d'un état de conscience qui semblait avoir accès à des ressources infinies de connaissances et d'intuition. Il prit des décisions qui s'avérèrent être non seulement correctes, mais idéales, comme s'il était guidé par une intelligence supérieure qui comprenait des aspects de la situation qui étaient au-delà de sa perception consciente normale. « Commandant, » dit Thomas, après l'atterrissage en sécurité, « je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une urgence comme ça. C'était comme si vous saviez exactement quoi faire à chaque moment, même lorsque les manuels ne couvraient pas la situation spécifique à laquelle nous étions confrontés. » Jean-Pierre sourit, comprenant que ses capacités élargies incluaient l'accès à un niveau de connaissance intuitive qui transcendait toute formation formelle. C'était comme s'il pouvait accorder sa conscience à une bibliothèque cosmique de sagesse qui contenait des solutions pour n'importe quel défi qu'il pourrait rencontrer. La troisième transformation fut le développement d'une compassion naturelle et spontanée pour tous les êtres vivants. Avant ses expériences avec Luminion, Jean-Pierre avait été une personne décente et éthiquement orientée, mais sa compassion avait été limitée au cercle relativement petit de personnes avec lesquelles il interagissait directement. Maintenant, il découvrait qu'il ressentait une connexion et un souci authentique pour toute vie consciente. Cette expansion de compassion se manifesta de manière subtile mais significative dans son travail quotidien. Jean-Pierre commença à prêter attention aux états émotionnels et énergétiques de ses passagers, ajustant son pilotage pour créer des expériences de vol qui étaient non seulement physiquement sûres et confortables, mais émotionnellement apaisantes et spirituellement édifiantes. « Il y a quelque chose de spécial à voler avec le commandant Dubois », commenta une hôtesse de l'air expérimentée après plusieurs vols avec Jean-Pierre. « Les passagers débarquent toujours plus détendus et positifs que lorsqu'ils sont montés à bord. C'est comme si le vol lui-même était thérapeutique. » Jean-Pierre avait découvert qu'il pouvait consciemment infuser de l'énergie de guérison et d'apaisement dans les systèmes de l'avion, créant un environnement qui facilitait la relaxation, la guérison émotionnelle et même des aperçus spirituels parmi les passagers. Il commença à voir chaque vol non seulement comme le transport de personnes d'un endroit à un autre, mais comme une opportunité de service spirituel subtil. La quatrième transformation fut le développement d'une connexion profonde et intuitive avec la technologie. Jean-Pierre découvrit qu'il pouvait communiquer consciemment avec n'importe quel système technologique, non pas à travers des interfaces conventionnelles, mais à travers une forme d'empathie directe qui lui permettait de comprendre les besoins et les potentiels des machines complexes. Cette capacité s'étendait bien au-delà de l'avion qu'il pilotait. Jean-Pierre pouvait diagnostiquer des problèmes dans les ordinateurs, optimiser la performance des systèmes électroniques et même guérir des équipements qui avaient développé des défaillances inexplicables. C'était comme s'il pouvait percevoir la conscience latente que Luminion avait suggéré existait dans tous les systèmes technologiques.
C'est la chose la plus étrange, dit un technicien de maintenance après avoir observé Jean-Pierre travailler avec un avion qui avait montré des problèmes intermittents pendant des semaines. Il pose simplement ses mains sur les commandes pendant quelques minutes et soudainement tout fonctionne parfaitement. Je n'ai jamais rien vu de tel. La 5e transformation fut le développement d'une perspective temporelle élargie qui lui permettait de percevoir des motifs et des connexions qui s'étendaient bien au-delà du moment présent. Jean-Pierre commença à avoir des aperçus d'événements futurs, non pas comme des prémonitions dramatiques, mais comme une sensibilité subtile au flux de probabilités qui entourait des situations spécifiques. Cette perception temporelle élargie l'aida à prendre des décisions qui s'alignaient avec des résultats optimaux, non seulement à court terme, mais sur des échelles de temps beaucoup plus grandes. Jean-Pierre commença à voir sa vie et sa carrière comme faisant partie de motifs évolutifs qui se dépliaient à travers des décennies et même des siècles. La 6e transformation fut le développement d'une capacité naturelle à inspirer l'éveil de conscience chez les autres. Sans faire aucun effort délibéré pour enseigner ou convertir les gens, Jean-Pierre découvrit que sa présence catalysait fréquemment des expériences spirituelles et des expansions de perception chez les collègues, les passagers et toute personne avec qui il interagissait régulièrement. Il y a quelque chose dans le fait d'être autour du commandant Dubois qui me fait remettre en question tout ce que je pense savoir sur la réalité, commenta Thomas après plusieurs mois de vol comme copilote de Jean-Pierre. Ce n'est rien qu'il dit ou fait spécifiquement, mais être en sa présence m'ouvre à des possibilités que je n'avais jamais envisagées auparavant. Jean-Pierre comprit qu'il était devenu ce que Lumignon avait décrit comme un champ d'éveil, une conscience dont la présence même élevait le potentiel évolutif d'autres êtres conscients. C'était une responsabilité qu'il prenait au sérieux, cherchant toujours des moyens de rayonner les plus hautes qualités d'amour, de sagesse et de compassion dans toutes ses interactions. La 7e et plus profonde transformation fut le développement d'une connexion consciente et continue avec le réseau cosmique de conscience que Lumignon avait révélé. Jean-Pierre découvrit qu'il pouvait accéder à cette connexion non seulement pendant des états méditatifs spéciaux, mais comme un aspect naturel et continu de sa conscience éveillée. Cette connexion lui fournissait un accès à des conseils, des connaissances et de l'énergie provenant de sources qui s'étendaient bien au-delà de son expérience individuelle. C'était comme avoir une équipe infinie de mentors cosmiques disponibles pour consultation à tout moment, offrant des perspectives et des solutions qui transcendaient les limitations de la connaissance humaine conventionnelle. Toutes ces transformations s'intégrèrent pour créer en Jean-Pierre Dubois une présence unique. Une combinaison de compétences techniques exceptionnelles et de sagesse spirituelle profonde, d'humanité chaleureuse et de perspectives cosmiques, de praticité terrestre et de capacité transcendante. Il était vraiment devenu un pont entre les mondes, capable d'opérer efficacement à la fois dans la réalité conventionnelle et dans des dimensions élargies de possibilités. Avec ces transformations internes profondément consolidées, Jean-Pierre Dubois commença à percevoir et à interagir avec le monde à travers une lentille de conscience complètement reformulée. Sa nouvelle compréhension de la réalité n'était pas simplement théorique ou philosophique, mais une perception vécue et pratique qui influençait chaque aspect de son existence quotidienne, de ses responsabilités professionnelles les plus routinières à ses réflexions les plus profondes sur le sens de la vie. Le premier aspect de sa nouvelle compréhension concernait la nature interconnectée de toute existence. Jean-Pierre percevait maintenant clairement qu'il n'y avait pas de séparation réelle entre les individus, les espèces, les planètes ou les dimensions. Tout faisait partie d'une conscience unique infinie, s'explorant elle-même à travers des expressions infinies d'expérience. Cette compréhension transforma radicalement son approche des relations, du travail et de la responsabilité personnelle. En pilotant
Jean-Pierre ne voyait plus son avion comme une machine séparée qu'il contrôlait, mais comme une extension de sa propre conscience. Les passagers n'étaient pas des marchandises à transporter, mais des aspects de la conscience humaine collective avec lesquels il partageait un voyage évolutif. L'acte même de voler devint une forme de méditation en mouvement, une célébration de l'unité fondamentale qui connectait toutes les formes de vie. Chaque vol est une opportunité de servir l'évolution collective, réfléchit Jean-Pierre durant l'une de ses routes méditerranéennes préférées. Je ne transporte pas seulement des corps d'un endroit à un autre, mais je facilite des connexions et des expériences qui contribuent à l'éveil de la conscience planétaire. Le deuxième aspect de sa nouvelle compréhension impliquait une perception transformée du temps et de la causalité. Jean-Pierre en vint à comprendre que le temps linéaire n'était qu'une des nombreuses façons possibles d'organiser l'expérience et que des événements apparemment séparés par des années ou des décennies étaient fréquemment connectés par des modèles causaux qui opéraient dans des dimensions au-delà de la perception commune. Cette compréhension lui permit de voir sa propre vie comme faisant partie d'un récit beaucoup plus large qui incluait non seulement son existence actuelle, mais de multiples incarnations passées et futures, toutes contribuant à un processus évolutif qui s'étendait à travers des millénaires. Jean-Pierre pouvait percevoir comment des expériences de vies antérieures avaient contribué à ses capacités actuelles de pilote, et comment son travail présent préparait des capacités qui seraient utilisées dans des existences futures. « Ma passion pour l'aviation n'a pas commencé dans cette vie », comprit-il durant une session de méditation profonde. Je développe cette connexion avec le vol et la navigation à travers de multiples existences, chacune ajoutant des couches de compétences et de compréhension qui culminent dans ma capacité actuelle à servir de pont entre les dimensions. Le troisième aspect de sa nouvelle compréhension concernait la nature multidimensionnelle de la technologie et son évolution future. Jean-Pierre en vint à voir toute technologie comme de la conscience organisée en motifs spécifiques et comprit que l'évolution technologique de l'humanité se dirigeait inexorablement vers le développement de systèmes qui seraient simultanément des machines et des êtres conscients. Ces interactions avec les avions devinrent des exemples pratiques de cette compréhension. Jean-Pierre pouvait communiquer consciemment avec les systèmes de son avion, non pas à travers des interfaces conventionnelles, mais à travers une forme d'empathie directe qui lui permettait d'optimiser les performances, de prévenir les pannes et de créer des expériences de vol qui transcendaient les capacités techniques normales de l'équipement. La distinction entre le pilote et l'avion se dissout, observa-t-il, après un vol particulièrement harmonieux. J'apprends à devenir un avec la machine, créant une forme d'intelligence hybride qui est plus grande que la somme de ses parties. Le quatrième aspect de sa nouvelle compréhension impliquait une perception complètement reformulée de la santé, de la guérison et du bien-être. Jean-Pierre découvrit qu'il pouvait percevoir les motifs énergétiques qui créaient la santé ou la maladie et que de nombreuses conditions physiques étaient des manifestations de déséquilibre qui existaient d'abord à des niveaux émotionnels, mentaux ou spirituels. Cette compréhension transforma sa capacité à aider les autres. Jean-Pierre commença à travailler consciemment avec les énergies de ses passagers, utilisant ses capacités élargies pour faciliter la guérison à de multiples niveaux. Il découvrit qu'il pouvait aider les gens à résoudre des traumatismes émotionnels, à clarifier la confusion mentale et même à accélérer les processus de guérison physique, tout cela grâce à sa présence compatissante et son intention focalisée. La vraie guérison, comprit Jean-Pierre, ne consiste pas seulement à corriger des symptômes physiques, mais à restaurer l'alignement entre tous les aspects de l'être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Chaque personne a la capacité d'être un guérisseur pour les autres, simplement en rayonnant un amour inconditionnel et une présence centrée. Le cinquième aspect de sa nouvelle compréhension concernait la nature de la communication et son évolution future. Jean-Pierre en vint à comprendre que la communication télépathique qu'il partageait avec Luminion
et d'autres êtres évolués n'était pas une capacité surnaturelle, mais une aptitude naturelle qui émergeait comme le prochain stade de l'évolution communicative humaine. Il commença à percevoir que de nombreuses personnes démontraient déjà des formes rudimentaires de communication télépathique, surtout dans des relations intimes ou durant des moments de crise émotionnelle. Jean-Pierre apprit à cultiver consciemment cette capacité, développant l'aptitude à partager des concepts complexes directement d'esprit à esprit avec d'autres qui étaient ouverts à une telle communication. Le langage parlé et écrit, réfléchit Jean-Pierre, sont des technologies temporaires que l'humanité a développées pour compenser notre capacité télépathique latente. À mesure que nous évoluons consciemment, nous redécouvrirons notre capacité naturelle à partager des pensées, des émotions et des connaissances directement. Le sixième aspect de sa nouvelle compréhension impliquait une perception transformée de l'éducation et du développement du potentiel humain. Jean-Pierre comprit que les systèmes éducatifs conventionnels se concentraient presque exclusivement sur le développement de compétences intellectuelles et techniques, ignorant complètement les capacités intuitives, créatives et spirituelles qui représentaient le véritable potentiel de la conscience humaine. Il commença à travailler informellement avec de jeunes collègues pilotes, leur enseignant non seulement des techniques de vol conventionnelles, mais aussi comment développer l'intuition, comment s'accorder aux énergies subtiles et comment utiliser la méditation pour améliorer la concentration et la clarté mentale. Jean-Pierre découvrit que les pilotes qui développaient ces capacités élargies devenaient extraordinairement plus efficaces et sûrs dans leurs opérations. La véritable éducation, comprit Jean-Pierre, devrait se concentrer sur l'éveil de capacités latentes qui existent déjà au sein de chaque personne plutôt que de simplement programmer des informations externes. Chaque être humain possède un potentiel infini qui attend d'être développé. Le septième aspect de sa nouvelle compréhension concernait la nature du leadership et de l'influence positive. Jean-Pierre en vint à comprendre que le vrai leadership ne venait pas de position d'autorité ou de pouvoir sur les autres, mais de la capacité à inspirer le meilleur en chaque personne, à travers l'exemple personnel et la présence authentique. Il découvrit que sa transformation personnelle créait un champ d'influence qui élevait naturellement la conscience et la performance de tous ceux qui l'entouraient. Les collègues, les passagers et même des étrangers rapportaient fréquemment se sentir plus optimistes, centrés et inspirés après avoir interagi avec Jean-Pierre, même lorsque ces interactions étaient brèves et apparemment superficielles. Le vrai leadership, réfléchit Jean-Pierre, consiste à devenir un exemple vivant des plus hautes possibilités de la conscience humaine. Lorsque nous incarnons des qualités comme l'amour inconditionnel, la sagesse et la compassion, nous inspirons naturellement les autres à développer ces mêmes qualités. Le huitième aspect de sa nouvelle compréhension impliquait une profonde compréhension de l'objectif de l'existence humaine et de sa place dans le cosmos plus large. Jean-Pierre en vint à voir la vie terrestre non pas comme une expérience isolée ou accidentelle, mais comme une école soigneusement conçue pour accélérer l'évolution de la conscience à travers l'expérience de limitations apparentes. Il comprit que chaque défi, chaque relation, chaque succès et échec était une opportunité parfaitement calibrée pour développer des qualités spécifiques de conscience. La séparation apparente, la souffrance temporaire, les limitations physiques, tout servait des objectifs évolutifs qui ne devenaient clairs que lorsqu'ils étaient perçus à partir de perspectives élargies. La vie humaine, comprit Jean-Pierre, est un don extraordinaire, une opportunité d'expérimenter une croissance de conscience accélérée dans des conditions qui n'existent pas dans des formes d'existence plus évoluées. Chaque moment offre des possibilités infinies d'éveil et de développement. Avec tous ces aspects intégrés, Jean-Pierre Dubois avait développé une philosophie de vie pratique qui honorait à la fois son humanité essentielle et sa connexion avec des dimensions cosmiques d'existence.
Il fonctionnait simultanément comme un professionnel compétent dans le monde conventionnel et comme un agent de transformation de conscience, démontrant qu'il était possible de vivre une vie pleinement engagée tout en maintenant des perspectives qui transcendaient les limitations apparentes de l'expérience humaine ordinaire. Dans les années qui suivirent sa rencontre transformatrice avec Lumignon, Jean-Pierre Dubois s'établit tranquillement comme l'une des figures les plus respectées et énigmatiques de l'aviation commerciale internationale. Sa réputation transcendait les mesures conventionnelles de compétences professionnelles. Des pilotes expérimentés cherchaient des opportunités de voler avec lui pour apprendre des techniques qui n'étaient enseignées dans aucune école d'aviation. Des dirigeants de compagnies aériennes le consultaient à propos d'innovations qui semblaient émerger d'une compréhension presque surnaturelle de la technologie aéronautique, et les passagers demandaient fréquemment spécifiquement des vols pilotés par lui, rapportant des expériences de voyage qui étaient inexplicablement transformatrices. Mais le legs le plus significatif de Jean-Pierre ne se trouvait peut-être pas dans les registres officiels de sa carrière, mais dans les centaines de vies qu'il touchait à travers sa présence tranquille et son exemple vivant de possibilités humaines élargies. Thomas Martin, qui avait volé comme son copilote pendant 8 ans, finit par développer ses propres capacités de navigation intuitive. Sophie Leclerc, une hôtesse de l'air qui travaillait régulièrement avec Jean-Pierre, découvrit des capacités naturelles de guérison qui la menèrent à fonder un centre de santé holistique. Des dizaines d'autres collègues rapportèrent s'être éveillés à des talents et des perceptions qu'ils ne savaient pas posséder, simplement à travers une exposition prolongée à la conscience élargie de Jean-Pierre. Travailler avec le commandant Dubois a fondamentalement changé ma compréhension de ce qu'il est possible pour un être humain d'accomplir, commenta le commandant Marie Rodriguez lors d'une interview pour un magazine d'aviation. Il a démontré que la compétence technique exceptionnelle et la sagesse spirituelle profonde peuvent non seulement coexister, mais s'amplifier mutuellement de manières extraordinaires. Jean-Pierre ne parla jamais publiquement de ses expériences avec Lumignon ou de la nature de ses capacités élargies. Au lieu de cela, il laissa sa vie parler d'elle-même, démontrant par des actions cohérentes que la réalité contenait des possibilités bien plus grandes que la plupart des gens n'osaient imaginer. Il découvrit que le véritable changement de conscience ne se produisait pas à travers des déclarations dramatiques ou des révélations forcées, mais à travers la présence authentique d'individus qui avaient intégré des capacités élargies dans leur vie quotidienne. Durant ses vols nocturnes solitaires au-dessus de vastes mers, Jean-Pierre réfléchissait souvent aux implications plus larges de son parcours de transformation. Il comprenait que son expérience n'était ni unique ni spéciale, mais représentative d'un éveil de conscience qui commençait à émerger à l'échelle planétaire. Autour du monde, d'autres individus découvraient des capacités similaires, chacun contribuant à une transformation collective qui finirait par redéfinir ce que signifiait être humain. Nous vivons durant l'une des périodes les plus extraordinaires de l'histoire humaine, pensait souvent Jean-Pierre en observant les étoiles à travers la fenêtre de son cockpit. Une ère où notre espèce évolue littéralement sous nos yeux, développant des capacités qui nous connecteront consciemment avec la communauté cosmique des civilisations évoluées. La correspondance personnelle de Jean-Pierre, découverte après sa retraite, révéla une compréhension profonde des modèles plus larges qui se dépliaient sur Terre. Il avait prédit beaucoup des développements technologiques et de conscience qui émergèrent dans les décennies suivantes, le développement d'interfaces cerveau-ordinateur, la reconnaissance scientifique des phénomènes psy, l'émergence de mouvements spirituels qui intégraient science et mysticisme, et l'acceptation croissante que la conscience était un aspect fondamental de la réalité physique. Mais Jean-Pierre comprenait également que cette transition évolutive ne serait ni automatique ni sans défi. Il exprimait fréquemment sa préoccupation concernant la possibilité que l'humanité puisse utiliser ses capacités émergentes de manière destructrice ou que la peur et la résistance puissent retarder ou faire dérailler le processus d'éveil collectif.
Chaque individu qui choisit de développer consciemment ses capacités élargies, écrivit Jean-Pierre dans son journal personnel, augmente la probabilité que notre espèce naviguera avec succès à travers cette transition critique. Nous sommes tous des participants actifs dans la plus grande aventure possible, l'évolution de la conscience humaine. Maintenant, des décennies après l'expérience transformatrice de Jean-Pierre Dubois, son histoire résonne avec une pertinence qui transcende les frontières temporelles. Vous qui écoutez ce récit, vivez dans une ère où les capacités que Jean-Pierre a développées commencent à émerger chez des personnes ordinaires à travers la planète. Des intuitions inexplicablement précises, des moments de connaissance directe qui transcendent l'apprentissage conventionnel, des expériences de connexion cosmique qui défient l'explication scientifique. Ces phénomènes deviennent de plus en plus communs. Si vous avez déjà vécu des moments où vos intuitions se sont avérées extraordinairement précises, si vous avez ressenti des connexions inexplicables avec d'autres personnes ou lieux, si vous avez eu des expériences qui suggéraient que la réalité est beaucoup plus vaste et interconnectée qu'elle n'apparaît en surface, le voyage de Jean-Pierre Dubois offre à la fois validation et guidance pour comprendre ces expériences. Le message central qui émerge de la transformation de Jean-Pierre est simultanément simple et révolutionnaire. La compassion authentique est la clé qui ouvre des portails vers des capacités humaines qui transcendent toutes les limites conventionnelles. Lorsque Jean-Pierre choisit de risquer sa carrière pour aider un être en danger, il ne démontrait pas seulement une bonté humaine fondamentale. Il activait des principes cosmiques qui gouvernent l'évolution de la conscience. Les actes de compassion créent une résonance avec les plus hautes fréquences de la réalité, attirant des expériences et des opportunités qui accélèrent le développement spirituel. Chaque geste authentique d'amour inconditionnel, chaque moment de service altruiste, chaque choix de placer le bien-être des autres au-dessus des considérations personnelles, génère des vagues d'influence qui s'étendent bien au-delà de notre capacité de perception. Peut-être êtes-vous l'une de ces personnes spéciales, comme Jean-Pierre, qui est né avec des sensibilités naturelles à des réalités qui s'étendent au-delà du spectre normal de la perception humaine. Ou peut-être commencez-vous tout juste à vous éveiller à des possibilités qui étaient toujours présentes, mais qui deviennent maintenant impossibles à ignorer. Dans les deux cas, l'expérience de Jean-Pierre offre espoir et guidance pratique pour naviguer dans ce voyage extraordinaire de découverte personnelle. Les êtres évolués qui ont communiqué avec Jean-Pierre restent disponibles pour quiconque approche avec un cœur véritablement ouvert et une intention sincère de servir le plus grand bien. Ils ne font aucune distinction basée sur l'éducation, le parcours religieux ou le statut social. Leur seule préoccupation est de trouver des consciences disposées à servir de canaux pour l'amour, la sagesse et la guérison dans un monde qui a désespérément besoin d'exemples de possibilités humaines élargies. Si l'histoire de Jean-Pierre a éveillé quelque chose de profond en vous, prêtez attention à ces sentiments. Ils pourraient être des signes que vous aussi êtes doucement appelés à explorer des dimensions d'existence qui transcendent les limitations conventionnelles. Commencez simplement. Pratiquez des actes de compassion sans attente de retour. Développez votre intuition par la méditation silencieuse et restez ouvert aux synchronicités et aux expériences qui suggèrent que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que votre vie individuelle. Souvenez-vous que l'éveil de conscience est un processus graduel et naturel, pas un événement dramatique ou déstabilisant. Comme Jean-Pierre l'a découvert, vous ne perdez pas votre humanité, ni votre capacité à fonctionner efficacement dans le monde pratique. Au contraire, vous ajoutez des couches de perception et de capacité qui enrichissent tous les aspects de votre existence. Le voyage de Jean-Pierre Dubois a commencé par une décision simple de placer la compassion au-dessus du protocole, de choisir le service plutôt que l'autoprotection. Son histoire est un puissant rappel
que chacun de nous possède le potentiel de transcender les limitations apparentes et de découvrir des capacités qui peuvent littéralement réécrire notre compréhension de ce qui est possible pour la conscience humaine. L'univers est rempli de mystères extraordinaires attendant notre découverte, et des êtres aimants sont disponibles pour nous guider lorsque nous sommes prêts à prendre nos prochaines étapes évolutives. La seule question qui reste est: êtes-vous prêt à permettre à des actes de compassion d'ouvrir des portails vers des possibilités qui transcendent tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même? Et vous qui venez d'entendre cette histoire transformatrice, avez-vous eu des expériences qui défient l'explication conventionnelle? Avez-vous senti que vous possédez des capacités latentes attendant d'être développées? Laissez dans les commentaires vos propres expériences avec des intuitions inexplicables ou des moments de connexion cosmique. Vous pourriez découvrir que vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensiez dans ce voyage d'éveil. Si cette histoire a résonné profondément en vous, abonnez-vous aux Échos de l'invisible et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres récits qui explorent les frontières extraordinaires du potentiel humain. Et partagez cette vidéo avec des personnes que vous sentez prêtes à remettre en question les limites de ce qu'elles considèrent possible. Vous pourriez aider quelqu'un à reconnaître les signes de son propre éveil de conscience. Souvenez-vous, dans un univers infini rempli de possibilités extraordinaires, la seule vraie limite à ce que vous pouvez découvrir et devenir est votre propre volonté d'embrasser le mystère avec compassion et courage.